travailler en elle. Je vais l'accompagner dans son monde inconscient. Un peu comme si je vous amenais dans une ville étrangère. Vous n'avez pas le langage, vous ne savez pas lire les codes. Moi, je sais le faire. Et je vais vous guider. Et c'est vous qui savez ce que vous avez envie de visiter, ce que vous avez envie d'améliorer, transformer, etc. Donc, c'est ça que je fais. Donc, c'est pour ça que je demande la participation de l'autre tout le temps. Parce que, voilà, il y a certaines formes d'hypnose où on se pose la question, est-ce que je vais avoir des résistances? Est-ce que ça marche avec moi? Parce qu'on dit qu'il y a des gens avec qui ça ne marche pas. En hypnose humaniste, ça marche tout le temps avec tout le monde, parce qu'on est très confortable. Mais quand ça marche moins bien, je dirais, c'est que la motivation n'a pas été là. Et ça, c'est souvent pour les addictions, en fait. Souvent dans ces cas-là. Après, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des loyautés familiales, il y a des choses derrière. Donc, on va creuser tout ça et là, on prend le temps. On a aussi, qu'est-ce que je voulais vous apporter? On a aussi le cas de Madame S, qui a 80 ans, qui a des troubles du sommeil depuis qu'elle a 25 ans. Depuis qu'elle a 25 ans, elle dort 4 heures par nuit. Elle était, puisqu'elle est retraitée maintenant, elle était dans le secrétariat militaire. Donc très, très terre à terre, très, très analytique. Et elle vient, elle me dit, maintenant j'ai 80 ans, j'ai envie de dormir, je n'en peux plus, je suis crevée. Alors je me dis, bon, ça me met pas la pression, hein, du tout. C'est ça, c'est un fonctionnement qui n'est pas du tout ancré, c'est bien. J'ai confiance. Ça ne fait que 40 ans. C'est ça. Donc, et à la 3e séance, donc la première séance, elle revient, elle me dit, j'ai dormi les 3 premiers jours. Mais après, c'est revenu et tout ça, blabla. Bon. À la 3e séance, elle vient avec un petit carnet. Et là, elle me montre. Et elle me dit, dans la semaine, j'ai dormi 5 nuits complètes. De 10h30 à 7h du matin, elle a dormi. Et ça lui était jamais arrivé avant. Donc pour elle, c'était ses réussites à elle. Et donc, voilà. Et maintenant, c'est quelqu'un qui fonctionne mieux parce que c'est vrai que il y a plus d'énergie, donc il y a plus de choses à faire dans la journée quand dans la nuit, on n'a pas été pris par le manque de sommeil. Quoi. Donc, et puis, sur les enfants, est-ce qu'il y a des questions déjà? Là, ça va? Okay. Il y a le cas de Théo, qui a 12 ans, qui est en 5e, qui est diagnostiqué hyperactif. Théo vient, je m'attends à avoir un enfant qui va bouger partout, qui va toucher à tout dans mon cabinet, que je vais devoir canaliser, et c'est pas évident parce que je suis pas ses parents, et donc j'espère que les parents vont pouvoir le faire aussi. Donc il arrive avec sa maman, un garçon sportif, assez grand, bien sportif. Il s'assoit, il bouge pas de son fauteuil pendant toute l'heure. Il touche à rien et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un hyperactif, j'ai jamais vu ça. Il a même pas j'ai une petite table avec des plantes, des trucs. Il a même pas pris. Alors ce que tous les enfants prennent, c'est une petite baffle que j'ai qui fait ressort. Donc ils prennent tous. Voilà un petit. Après je vais l'enlever. Et là, je vois Théo qui bouge pas. Donc moi je crois à ce qu'on me dit. La maman me dit il est hyperactif, c'est diagnostiqué, je le crois. On fait l'anamnèse, donc l'historique de qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Et en fait, on découvre de l'anxiété. De l'anxiété plus. De l'anxiété qui date de la naissance. Parce que quand Théo est né, sa grande sœur de 10 ans de plus que lui, en fait, tombe gravement malade, se fait opérer de la colonne vertébrale. Donc, on ne pouvait plus s'occuper de Théo à l'époque. Au niveau émotionnel, les parents étaient plus disponibles, tout simplement. Et on peut comprendre. Donc il n'y a pas eu le lien qui s'est fait correctement. Et donc Théo, il est tout le temps en train de bouger, en classe. Tout le temps autour de lui. Les enseignants le détestent, les enseignants ne le supportent pas. Et il n'a pas beaucoup d'amis. Donc on fait la première séance sur déjà faire le nettoyage de ce traumatisme de l'enfance, de la toute petite enfance. Donc il revient et me dit « Waouh, ça va beaucoup mieux. Je maîtrise mieux mon corps. C'est pas encore ça, mais ça avance vraiment bien. »
Au bout de quelques séances, il revient, il me dit ça y est, j'ai des copains. Bon, les profs, ils m'aiment pas, hein, ça c'est sûr, mais je pense qu'on les changera pas. Et puis, au bout de la 5e séance, il revient, il me dit là, il y a un truc que j'ai vécu, il faut que je vous dise. Dans les 2 semaines qu'on passait entre la séance d'avant et aujourd'hui, j'ai fait des rêves. J'ai rêvé toute l'histoire de Graham Bell. Je connais tout sur Graham Bell maintenant. Puis j'ai rêvé encore ça. Puis j'ai appris le japonais dans mes rêves. Alors je me dis, ouais, je pensais bien que c'était autre chose quand même. On est plutôt dans un autre diagnostic. Mais moi, je ne fais pas de diagnostic. Donc. Et puis, il me dit, mais il y a un truc que j'aimerais, c'est avoir des meilleures notes à l'école. Ok ? Et qu'est-ce que tu dirais d'apprendre les divisions euclidiennes dans la nuit ? Et donc voilà ce qu'on a fait en hypnose. Ce garçon-là, ce Théo-là, il est allé maintenant apprendre ce qui est intéressant pour lui aujourd'hui dans ses rêves, c'est-à-dire être bon à l'école. Voilà. Et puis on a la dernière petite là, c'est une petite de 10 ans, on va dire mademoiselle de 10 ans, qui est au potentiel, comme on appelle, au potentiel intellectuel, et qui a vraiment un bon niveau. Hein. Très intelligente, très mature et tout ça. Et comme la plupart des hauts potentiels, comme ils sont plus matures que les élèves de leur âge, de 4 ans de plus en général, il y a une différence de maturité. Et donc, c'est plus difficile d'avoir des centres d'intérêt communs. Et voilà. Donc déjà, j'explique ça aux parents. C'est normal, c'est pas encore trop facile de se faire des copines, puisqu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, ils se rassurent si tu es vraiment angoissé. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que les parents, quand ils m'ont appelé, c'était d'une urgence vitale pour eux. En fait, cette petite fille de 10 ans faisait des crises d'hystérie, des colères, mais des trucs, ils n'avaient jamais vu ça. Et ça faisait des années que ça durait, et c'était 3 colères par jour. 2 petites et une grande, elle m'a dit. Et c'était à tel point, alors des parents vraiment nickel, des parents aimants, respectueux, comme on aimerait tous en avoir. Et ils m'ont dit, nous, on en est à tel point qu'à 10 ans, on veut la mettre en pension. On se demande comment on va faire plus tard. Ok, j'ai compris. Donc, mademoiselle vient, on cherche qu'est-ce qui se passe, et on trouve, encore une fois, de l'anxiété. De l'anxiété, parce que là, c'est sa maman, en fait. Sa maman a eu des problèmes à l'accouchement, a perdu un enfant après elle, etc., etc. Elle a perdu sa mère aussi, etc. Dans la toute petite enfance de mademoiselle. Et en fait, mademoiselle était tout le temps en train de me parler de maman, il faut que ça se passe bien dans sa vie. Et donc, un lien insupportable à vivre pour une petite enfant. Donc, on a évacué toutes ces mémoires traumatisantes de l'enfance. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai eu les parents 3 jours au téléphone qui pleuraient de joie en me disant « Oh, c'est génial, merci beaucoup, on n'en revient pas. » On est à 70% de réussite, c'est-à-dire qu'en fait, il reste les 30% parce qu'elle est en crise d'adolescence à 10 ans, puisqu'elle est au potentiel, donc 4 ans d'âge de plus. En fait, elle a 14 ans en maturité. Donc ça, je leur ai dit aussi, ne vous inquiétez pas, ça va falloir le garder. mais alors, aujourd'hui, leur vie familiale s'est rééquilibrée. Aujourd'hui, avant, ils ne s'autorisaient pas à faire des sorties avec leurs filles. Ils en ont 2. Ils ne s'autorisaient pas de faire des sorties parce qu'il y avait toujours un moment où ça allait péter tellement fort que ce n'était pas possible pour eux de continuer comme ça. Donc, ils ont passé des vacances merveilleuses puisque c'était au mois de février. Ils ont pu sortir et là, ils ont prévu pour ces vacances-là d'aller aux machines de Lille. Entrez. Bonjour. Et d'emmener toute la famille aux machines de Lille et voilà, et de faire des activités. Donc tout s'est rééquilibré dans leur famille. Voilà ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc en hypnose humaniste, quand on fait avancer les gens, et bien après, les choses se manifestent naturellement dans leur vie. Elle n'a pas juste enlevé les angoisses, elle a aussi pu se rééquilibrer dans la sphère familiale. Voilà. Ok.
Donc, ce que j'apporte, c'est vraiment un confort émotionnel et un confort aussi mental, puisqu'il y a Théo qui a pu maintenant apprendre des choses dans son sommeil, puisque c'était déjà comme ça avant. Pour lui, c'était naturel. Il ne s'en rendait pas compte. Ce que je fais aussi, je propose aussi des ateliers sur l'auto-sabotage. J'en ai fait un donc, au mois de novembre. Et pour moi, c'est important parce que quand on commence à se développer, quand on a envie d'être indépendant, par exemple, d'avoir un nouveau métier, d'être entrepreneur, quand on sort de ses gonds, quand on a envie d'avoir confiance en soi, quand on a envie de se débarrasser d'une addiction ou de choses qui nous plombent dans la vie, et bien après, il peut y avoir toujours cette petite voix qui vient derrière et qui nous dit « Mais est-ce que tu vaux vraiment bien tout ça ?» Et nous les femmes, mais je sais que les hommes, ils ont cette autre voix qui dit « Toi, t'es nul en fait. » Non, 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 non. Et finalement, ça, c'est une partie de nous qu'on n'a jamais écoutée. Et dans cet atelier sur l'auto-sabotage, et c'est là où... c'était un atelier d'une journée, en fait, de 9h à 17h30, où on va vraiment, étape par étape, comprendre comment ça fonctionne dans notre esprit, comment notre cerveau, il a engrammé ça, et quels sont les outils pour s'en sortir. Et puis dedans, il y a des séances aussi qui permettent de reprendre de l'énergie. Donc je propose celui-là et je propose aussi l'atelier qui va avec celui-là, d'une journée aussi, c'est se relier au cœur. Se relier au cœur, ça permet, une fois qu'on est sorti de l'autosabotage, qu'on a nettoyé ce qui est derrière nous, ça permet d'avoir de la gratitude et de vibrer encore plus pour toutes les opportunités qui sont bonnes pour vous, qui sont déjà là en fait, que vous puissiez y avoir accès. Parce que si on change mentalement, il faut aussi changer au niveau de l'énergétique. Voilà. Donc, Marcel Proust dit « L'amour, c'est l'espace et le temps qui rend sensible au cœur. » Sensible... Je vais la redire. C'est l'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Et ce que j'aimerais, c'est que vous vous demandiez dans votre vie de tous les jours, comment vous entretenez, comment vous trouvez le bonheur et comment vous l'entretenez tous les jours dans votre vie. Posez-vous la question. Comment dans votre vie vous trouvez et vous entretenez le bonheur dans votre vie? Donc il y a plusieurs manières de faire. Bien sûr, c'est rentrer en soi, écouter cet état d'être intérieur qui est juste naturel finalement en soi. Si vous regardez tout ce qui s'est passé dans votre vie, forcément on a tous des constructions qu'on n'a pas aimées. On a tous des choses qu'on a envie de faire, de résoudre, on va dire. Et en fait, quand vous êtes déjà dans cette énergie de plénitude, ce que vous ressentez qui n'est pas tout à fait en harmonie ou ce que vous voyez, ça devient insignifiant. Donc, vous avez déjà toutes les capacités en vous de vous connecter à ce bonheur-là et d'y rester. Voilà, c'est cette façon-là de faire, en fait, d'être vraiment dans le cœur. Et puis, une fois que vous êtes dans votre cœur comme ça, donnez du sens aux choses qui vous viennent. Donnez du sens sans interpréter, en fait. Juste regardez en vous, qu'est-ce qui se passe là, maintenant. Et puis, le matin, pourquoi pas, en vous levant, avant de lever les yeux, vous ouvrir à tout ce qu'il y a de plus grand. Et appeler à ce qu'il y a de meilleur aussi. Parce qu'on va se limiter à des petites choses, à cette petite vie-là. Mais en fait, il y a beaucoup plus pour nous. Il suffit aussi de s'y connecter, de s'ouvrir. Et pourquoi pas de mettre au défi la vie, l'univers, ce que vous voulez. Dire, ok, je suis prête. Amène-moi ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et après, vous verrez, quand ça vient, c'est à nous d'accepter aussi que ça arrive. Voilà, et de le vivre. Donc, trouver le bonheur en soi et l'entretenir. Et une fois que vous êtes comme ça dans votre cœur, comme vous venez de faire là, demandez-vous comment vous allez contribuer au monde, au bonheur du monde, à la paix, à la sérénité, à l'amour pour le monde. Et si vous voulez, on peut faire un petit exercice comme ça, si vous voulez le faire. Pour finir, mettez votre main, si vous voulez, mettez votre main sur votre cœur. Et
Et vous pouvez fermer les yeux ou les laisser ouverts, c'est comme vous voulez. Voilà, prenez le temps de ressentir le contact de votre main sur votre poitrine. Ressentir cette chaleur, peut-être entendre le battement, la présence de votre cœur. Et laissez venir un sourire naturel, un sourire entendu, un sourire ressenti. Voilà. Et vous savez, promettez-vous, quand vous êtes là avec votre cœur, de trouver et d'entretenir le bonheur dans votre vie. Et de contribuer au bonheur, à la paix, à la sérénité, pour le bénéfice de tous les êtres. Prenez conscience de ce que vous êtes vraiment. Et quand vous êtes prêt, et bien sûr, il peut y avoir encore une petite partie de soi qui n'est pas encore complètement. Alors, donnez du sens à ce qui vous vient maintenant. Et vous vous rendez compte, vous sentez, ça y est, ça a du sens et donc c'est intégré dans votre expérience. Quand vous êtes prêt à vivre les bonnes choses que vous venez de ressentir en vous comme ça, il y a une seule chose à faire, une chose magique, vous promettre de continuer à vivre ce que vous vivez là et d'ouvrir les yeux. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. C'est cette reliance au cœur qui fait qu'on est des êtres humains, qui fait qu'on peut faire partie du monde et qu'on peut développer sa meilleure version. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'en ai une. Moi je connais ton travail en tant que patiente, adulte, et je me posais la question justement par rapport à un enfant qui a des troubles justement. Oui. J'en ai un. D'accord. Il n'a encore jamais. Et comment tu fais? Parce que est-ce que tu procèdes de la même manière? Alors avec les enfants, ça va Parce que ça doit être différent beaucoup quand plus même. vite. Ouais. C'est complètement différent. Mm. On va rentrer dans un monde onirique. Est-ce que tu peux répéter la question? Ah oui, je peux répéter la question. Tu as bien raison. Merci de me le rappeler. La question c'est comment je fais avec les enfants parce que c'est différent un enfant qu'un adulte. Un enfant jusqu'à 7 ans, c'est dans le monde de l'inconscient totalement, complètement, tout le temps. Ça ne veut pas dire que c'est inconscient, ça veut dire qu'ils sont sur des ondes cérébrales qui sont en général les ondes alpha. Ils ne connaissent pas les autres ondes, θ, bêta, etc. Surtout les bêtas. C'est nous les bêtas, les adultes. Voilà, donc l'âge de sagesse, je ne suis pas trop pour, mais bon, parce que c'est à 7 ans qu'on passe vers les ondes bêta, etc. Donc c'est vrai qu'avec des enfants, jusqu'à 7 ans, parfois même jusqu'à 9-10, je vais vraiment, ça va être une séance complètement différente. On va être vraiment dans un monde onirique. On va pas rencontrer des choses très concrètes et pourtant ça marche exactement de la même manière. Parce que le monde de l'inconscient c'est très symbolique. Donc je vais les amener dans un conte de fées pour les filles, dans un truc de héros pour les garçons. Mais en fait l'inconscient il sait exactement ce qu'on fait et qui c'est qu'on a en face, le gros méchant, Puis moi je sais l'histoire aussi qu'il va falloir vivre pour dépasser le truc. Donc c'est différent. Parfois, c'est beaucoup plus court parce qu'ils comprennent tellement vite, vu qu'ils sont vraiment en contact avec leur inconscient. Tout, ça y est, c'est fait. Et cette petite-là, c'est ça. Je suis vraiment restée très, très générale pour surtout pas qu'il y ait de conscients qui viennent. Et comme dans du beurre, quoi. Super. Ça, c'est passé très, très vite. Donc la séance, c'est pas à la longueur de la séance qu'on voit qu'on réussit, en fait. Parfois, c'est très long et c'est très riche. Parfois, c'est long, mais on a dû ramer un peu. Enfin, voilà. Donc, avec les enfants, tu as tout à fait raison, c'est différent. Donc, du coup, tu poses moins de questions à l'enfant sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend, Alors, sur ce qu'il sent, ah, etc. si, c'est le contraire. Ah oui, pendant la séance, Oui, je pose pendant pas la de questions, séance. pratiquement pas. Ouais. Tu l'emmènes, c'est Exactement. toi qui l'emmènes en voyage. Voilà.
Et lui, il Oui, arrive à parce que suivre. en fait, on peut me parler. Vu qu'on n'est pas en hypnose érectionnelle, la personne peut me dire ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Et c'est comme ça que moi, je vais encore mieux l'accompagner puisque je suis le guide dans son univers intérieur. Donc avec les enfants, en effet, je n'ai pas besoin de parler en fait. Je dis, tiens, il se passe ça, ok, bon, vas-y, fais-le. Et puis je continue, tiens, il va se passer ça, et maintenant tu rencontres ça. Et... Alors, comment c'est? Mais voilà, c'est vraiment 2-3 choses. En revanche, avant, j'ai tout un questionnaire pour savoir ce que l'enfant aime, ce qu'il n'aime pas, pour pas lui amener ça du coup. Voilà, on va s'axer sur les choses qu'il aime. Est-ce que tu peux me donner la définition de onirique, le monde onirique? La définition de onirique, en fait, c'est le monde des rêves, en fait. D'accord. Voilà. Vraiment le monde des rêves, le monde du fantastique, le monde des fées, les contes de fées, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, je vais laisser la place à Déborah. Avec des enfants qui sont, comment dire, réticents à venir te voir. Bah là, ça ne sait rien faire. En fait, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas de demande, on va pas... C'est un peu comme si tu es dans un supermarché et tu as plein de marques de ce truc-là. Et ben, si tu veux pas ce truc-là, tu l'achètes pas. Hein. Moi, avec mon expérience avec les enfants, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, la limite, c'est 12-13 ans. Jusqu'à 12-13 oui ans, ou non. ils sont beaucoup plus... ils vont venir, même si ils ne vous font pas confiance, il faut que la première séance, vous lui donniez confiance. Et après, il va aller avec vous. À partir de 13 ans, l'adolescence, il vient, il fait, tu rentres pas dans mon... Ah, mais clairement. S'il te plaît, tu sors, tu rentres Ça, pas dans c'est mon vrai. espace. Et après, ça revient vers les 18-19 ans. Mais si vous connaissez des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, il faut. Je veux dire, de 6 Ouais. ans à 12 ans, c'est extraordinaire Facile. parce qu'ils se... C'est Ils juste lâchent une prise, petite peur, ils en le fait. font. Qu'est-ce qui va se passer? Et en 2-3 fois, on finit l'histoire. Ah ouais, complètement. Mais le dernier ado que j'ai eu, il avait 17 ans et non, moi je suis pas pour rien. Ouais. Et puis une fois que maman est partie, bah finalement... Voilà. Ok, merci beaucoup de votre écoute. Ça m'a fait vraiment... Vous êtes un bon public, merci. Merci. Alors moi, je trouve ça extraordinaire, elle bouge pas. Elle bouge pas, je suis pas capable. Je vous dis tout de suite, je suis Si pas tu bouges, capable. tu sors du champ de vision. C'est pas grave. Je suis pas capable, je vous dis tout de suite. Vas-y, coupe et tu remets pour toi. Je fais confiance. Vous avez remarqué, je fais confiance. Je vais mettre ça dans la poche. Alors, je m'appelle Déborah Rebecca Bouzago. Rebecca, c'est mon deuxième prénom. Et je suis thérapeute depuis 2002-2003. Oh, c'est marrant, tout d'un coup, je suis émue. Ok, super. Très bien. Non, très bien. Et je suis spécialiste en atteinte d'objectifs. Alors, ne vous trompez pas, je ne suis pas coach, je suis thérapeute. Vraiment thérapeute. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, ne me dites pas que vous voyez une très belle femme. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Une femme brune. Une femme brune. Femme souriante, brune, et qui a de la langue. Sur d'elle. Je vois aussi une estrade bleue, un mur blanc. Vous voyez un être énergétique. Vous ressentez un être énergétique dans le corps d'une personne. En réalité, nous ne sommes qu'énergie. Quand nous voulons rentrer dans cette dimension dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la troisième dimension, nous avons besoin d'un corps. Donc, l'âme crée un corps et un esprit. Quand on meurt, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'esprit. Le corps est là pour donner à manger, alimenter la terre, qui fait que la vie recommence et continue. Et l'esprit s'en va. Par contre, l'âme
à l'intérieur de l'âme, il y a une conscience. Cette âme est aussi un costume, exactement comme le corps et l'esprit. L'âme, il y a quelque chose qui a créé l'âme pour qu'elle puisse vivre dans certaines dimensions. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible, ou chez nous on appelle ça la Torah, parce que je suis d'origine juive, où on dit Dieu a créé la mer le premier jour, Dieu a créé le deuxième jour la terre, Dieu a créé, etc., etc. En réalité, on parle de lumière, ce qu'on appelle la lumière, qui a créé les dimensions, les différentes dimensions. Pour rentrer dans une dimension, cette énergie, ce qu'on appelle la conscience, a créé une âme. Cette âme est tout simplement un costume. Mais quand cette âme veut rentrer dans notre dimension, elle crée un autre costume qui est le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, ce que vous voyez, c'est un corps et un esprit, mais en réalité, à l'intérieur de nous, nous avons une âme, et à l'intérieur de nous, nous avons cette lumière. Et cette lumière est la conscience. Ce qu'on appelle la vraie conscience, la lumière. Rentrer en lumière, c'est être en connexion avec qui nous sommes. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas parce qu'il est beau, ou parce qu'il est moche, ou parce qu'il est sympa, que vous aimez ou vous aimez pas. Tout simplement, vous scannez son énergie, avec votre énergie. Vous le scannez, et s'il est compatible à votre énergie, vous l'aimez. S'il n'est pas compatible à votre énergie, vous allez dire « Oh, celui-là, j'en veux pas ». Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une pièce, dans un endroit où vous vous êtes dit « C'est pas pour moi. Non, non, ce resto, c'est pas pour moi. Cet hôtel, c'est pas pour moi. » Pourtant, il est beau. Ça a l'air d'être bon. Les gens ont l'air d'être sympas. Mais c'est pas pour moi, je me sens pas bien. C'est tout simplement parce que votre énergie ne convient pas à l'énergie qui est là-bas. Votre fréquence à vous ne convient pas à la fréquence qui se passe là-bas. Ou vous êtes rentré dans d'autres endroits où vous avez dit « Waouh, ici je me sens bien. Ici je me sens bien. » Tout simplement parce que les fréquences de cet endroit, de ces gens-là, de la pièce où vous êtes, correspondent à votre fréquence. Et là, vous vous sentez bien. Et il n'y a pas d'explication. Je pense qu'on a tous connu quelqu'un qui « Waouh, cette nana, elle est géniale, il faut que je te la fasse connaître. » Et puis l'autre, quand vous lui avez fait connaître, il dit « Ok, sympa, mais il ne faut pas exagérer non plus. » On est d'accord? Tout est fréquence. Maintenant, quand on comprend que tout est fréquence, en réalité, ce qui se passe, et ça c'est la première clé que je vais vous donner, on empêche le jugement. On n'est pas dans le jugement. Parce que si quelqu'un, on le rencontre, et que cette personne nous dit des trucs, ou se comporte d'une façon qui peut nous blesser, on peut prendre une distance et venir et dire « Ok, c'est ses fréquences, c'est sa vie, c'est sa blessure, c'est sa façon d'être. » Et on n'est pas là pour dire « il est mauvais, il est... etc. etc. » Tout simplement, il ne concorde pas avec notre énergie. Et ça, du moment où vous comprenez très profondément que tout est fréquence, alors la vie est beaucoup plus belle. Parce que vous jugez moins. Un de nos plus gros problèmes dans notre vie, c'est qu'on passe notre vie à juger. Celui-là, il n'est pas bien, celui-là, il est gentil, celui-là, il est truc, celui-là, il est moche, celui-là, il est gros, celui-là, il est... Et en réalité, tout ça, c'est des jugements. C'est comme si ça vient et ça nous sépare de la personne et on dit « j'en veux pas ». Mais quand vous regardez les gens et que vous vous dites « mais non, ça n'a rien à voir avec moi », c'est tout simplement qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'on appelle la longueur d'onde? C'est la même chose. En réalité, les gens qui viennent et qui disent moi, je parle pas d'énergie, moi, j'aime pas les énergies, machin, et puis à chaque bout de phrase, ils disent « non, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde ». J'ai un mari comme ça. Ça fait 26 ans que je suis mariée avec lui. Et ça a été le plus grand de mes challenges. Ok? Vraiment, le plus grand de mes challenges. Mais je peux vous dire que grâce à lui, je suis devenue ce que je suis devenue. Parce qu'on attire dans notre vie exactement ce qui nous manque. Et je pense, il y a des gens qui sont mariés là? Oui. Oui.
hein, qui sont sympas, nos maris. Faut avouer que quand ils viennent et qu'ils nous disent des trucs, on est là, ça... Ok. Tous les gens qu'on attire, sont des gens qui sont là pour que nous apprenions des choses sur nous-mêmes. Ils ne sont que les acteurs de notre vie. Nous attirons les gens parce que nous avons un besoin à l'intérieur de nous, dans notre conscience, dans notre énergie, dans notre espace énergétique, vous l'appelez comme vous voulez, un manque. Et ce manque, il doit être rempli. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, écoutez, moi j'aime pas le manque. Alors je vais vous ramener ce que vous avez besoin. Et ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à supporter, qu'on déteste. Excusez-moi, je fais une pause, je vais chercher un mouchoir, parce que j'ai tellement froid que j'ai mon nez qui coule. Attendez 2 secondes. En réalité, j'ai écrit plein de trucs hier dans l'avion, pour vous dire. Mais je suis jamais ce que j'écris, donc c'est pas grave. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un d'être amoureux. Vous avez tous été amoureux au moins une fois dans votre vie? On dit que l'amour est aveugle. Non? Si. L'amour est aveugle. Pourquoi il est aveugle? Parce qu'en réalité, ces choses-là que vous avez tellement aimées chez cette personne au départ, ce sont exactement les choses que vous allez détester après. Pourquoi? Parce que vous avez dans votre énergie des manques. Et ces manques-là, vous attirez la personne qui est en face pour que vous appreniez ces qualités à l'intérieur de vous. Alors ces choses-là, quand vous le rencontrez, vous devenez amoureux, vous devenez comme une seule personne. Vous vous sentez bien, parce que tous ces trous qu'il y a à l'intérieur de votre conscience, il les remplit. Alors c'est extraordinaire. L'amour est aveugle. Et puis il y a un moment... Deuxième épisode. Et puis il y a un moment où vous vous séparez. C'est ce qu'on appelle l'après-amoureux. Alors cet après-amoureux, tout d'un coup, il redevient qui il est. Vous êtes séparés, vous êtes 2 entités séparées. Et là, vous regardez, vous allez dire, qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi. Et là, les choses que vous aviez tellement aimées, vous commencez à les détester. On est tous d'accord jusque-là? Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens, à ce moment-là, ils tiennent encore 3-4 ans, et puis beaucoup de gens divorcent. Mais en réalité, ces qualités-là, vous devez les apprendre dans votre propre système énergétique. Du moment où vous les avez appris, que vous êtes devenu vous une entité entière, il y a 2 solutions. Ou il n'y a pas d'amour et vous vous séparez, ou il y a de l'amour et là, le couple devient beaucoup plus beau. Ok? Et tous les gens qu'on rencontre dans notre vie, ce sont des gens comme ça. Ils remplissent quelque chose. Ou ils répondent à un contrat énergétique qu'on a fait au niveau de l'âme. Il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, ceux qui nous donnent les plus grosses blessures, nous font les plus grosses blessures, sont ceux qui ont touché à nos plus grandes valeurs. Ils sont là pour qu'on apprenne quelles sont nos valeurs dans la vie. Les valeurs sont les choses qui vous dirigent depuis le jour où vous êtes né. Donc quand vous rencontrez quelqu'un et que vos poils s'hérissent, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il a voulu vous montrer? Maintenant, je vais vous donner un exemple d'amoureux et pas amoureux. Personnellement. Quand j'ai connu mon mari, ça faisait 5 ans que j'habitais en Israël. J'avais en 5 ans déménagé 11 fois. Pourquoi? Un truc ne me plaît pas, je prends mes affaires, je m'en vais. Je suis très correcte, hein, je finis le contrat comme il faut, machin, mais je m'en vais. Je m'en vais parce que moi, je cherche ma liberté, je suis quelqu'un de très... Vous avez vu, je bouge, je suis quelqu'un qui bouge. Puis j'ai connu mon mari. Waouh, il était d'une stabilité. Vous savez le calme que ça fait pour quelqu'un qui n'arrête pas de bouger. Si je m'asseyais à côté de lui, je pouvais me poser, parce que je ne savais pas me poser. Donc j'avais vraiment besoin de ça. Donc c'était magnifique. Et moi, je souhaite à tout le monde d'être amoureux comme moi j'étais amoureux. Parce que moi, ça a duré très longtemps. Très longtemps.
Par contre, cette stabilité, à un moment, quand on a commencé à ce qu'on appelle se séparer énergétiquement, ça a commencé à me faire... Pourquoi? Exactement. Viens, on sort, c'est le week-end, viens, on fait un truc. Oh non, viens, on reste assis à la maison tranquillement. Non, mais attends, on va pas rester assis tout le temps. Et lui, non, viens, regarde, on fait un super repas, les gosses, on kiffe. Non, moi je peux pas, il faut que je bouge. Ce que je ne supportais, ce que j'avais adoré, je ne le supportais plus. Mais quand je vous dis je l'ai plus supporté, c'est que je le supportais plus. Et je lui disais, toi et ton canapé, voilà, il prend ta forme. Non, il faut être clair. On avait le mari. Il s'appelle Ori, le mien. Ne me dis pas que toi aussi. C'est juste pour vous faire comprendre. À un moment, j'ai intégré cette énergie à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, ma base énergétique de bouger, de faire, de trucs, de machin, elle est toujours là. Mais je sais aussi me poser. Donc, ça ne me dérange plus. D'accord ? Alors, la première clé, c'est de ne pas juger. Essayez de voir et de comprendre que les gens qui sont devant vous sont différents. Ils ne sont pas contre vous, ils sont tout simplement différents. Ils fonctionnent sur d'autres énergies. Et ça, il n'y a pas de problème. Je vais quand même regarder mes notes. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Voilà. Je viens d'une famille, j'ai habité à Paris. Je suis née à Paris. Et quand j'avais 19 ans, j'ai fini mon bac. J'ai des parents qui sont ce qu'on appelle immondes. Ils adorent leurs enfants. Ils adorent tellement leurs enfants que des fois, voilà, c'est un peu étouffant. Donc quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, je vais partir pour une année de vacances. Mais je pensais vraiment une année de vacances, je ne pensais pas plus que ça. Mais je ne pouvais pas dire à mes parents, je vais prendre une année de vacances parce que vous m'étouffez. Alors je leur ai dit, je monte en Israël. Maintenant, quand vous êtes quelqu'un d'origine juive, vous avez toujours cette appartenance par rapport à Israël. D'accord ? Et donc mes parents m'ont dit, c'est la seule excuse, la seule chose qu'ils pouvaient me dire oui, ils m'ont dit, ok. Maintenant, moi dans ma tête, j'aurais pas dit je prends une année de vacances. Mais c'était évident que je partais 1 an et je revenais, j'étudiais à l'université comme il fallait, parce que c'était comme ça. Les études chez mes parents, c'est quelque chose de très important. Ok, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'histoire des Juifs et des nomades, là, hein, ok. Moi, j'ai été élevée dans la mentalité, c'est ce que tu as là, on te le prendra jamais. Donc, il faut étudier. Donc, c'était évident que j'allais étudier. J'étais quelqu'un de très moyen à l'école, je vous dis tout de suite. Je suis arrivée en Israël, j'ai mis le pied en Israël. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'ai eu un sentiment d'appartenance. J'ai eu un sentiment que j'ai jamais eu nulle part. Et je savais que j'allais rester. Et j'y suis restée. Comme je ne savais pas quoi étudier, comme la plupart des gamins à 19 ans, j'avais 2 trucs j'avais fait un bac de comptabilité, je détestais la comptabilité. Mes parents étaient comptables. Et je me suis dit, je vais aller étudier à l'université. Je vais aller étudier peut-être la comptabilité. Bon, j'ai fait un bac de comptable. Ou éducation, ça me parlait un peu plus. Mais comme j'étais pas sûre, j'ai fait, vous savez comment ça s'appelle Voilà. Et puis c'est tombé sur la gestion d'entreprise. J'ai été étudier la gestion d'entreprise. Et j'ai été audite pendant 10 ans. Les 3 dernières années avant de quitter, ou les 4 dernières années avant de quitter mon travail, j'ai voulu tomber enceinte. J'avais déjà ma fille, j'étais mariée, j'avais ma fille, et j'ai voulu tomber enceinte et je n'ai pas réussi à tomber enceinte. Alors que la première fois, j'ai eu aucun problème. En Israël, je ne sais pas comment ça se passe en France, je sais comment ça se passe en Israël. Tu n'arrives pas à tomber enceinte, ça fait déjà quelques mois que tu essayes, tu vas chez le médecin, il te dit, tu sais quoi, prends des médicaments, des hormones là.
Maintenant, moi, j'étais loin du monde dans lequel je vivais, dans lequel je vis aujourd'hui. Et là, je prends des médicaments. Je prends des médicaments, le médecin m'a dit, ça va durer comme ça pendant 1 an. Je tombe pas enceinte. Après, il me dit, tu sais quoi, on va faire autre chose. On va te donner des piqûres. Tous les mois, je prenais des piqûres pendant je sais plus combien de temps. Jusqu'au jour où j'ai compris ce que j'avais